À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique.
Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil, et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, où vivaient les premiers êtres humains. Les incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé, et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour pouvoir survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Cela s'est produit dans l'amas Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, la déflagration était égale à 20 milliards de milliards, soit 18 zéros d'explosions mégatonnes se produisant à raison d'une fois par milliseconde pendant 240 millions d'années. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes se produisaient fréquemment, environ 2 par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes martiens ont été détectés. Ce sont les premières secousses sismiques détectées sur un autre corps spatial que la Terre ou la Lune. La mission a également permis de révéler un autre phénomène mystérieux en captant d'étranges pulsations magnétiques. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. La source de ces impulsions n'a toujours pas été clarifiée à ce jour. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle compte environ plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre? Qui pourrait l'oublier? Il y a peut-être eu un autre show galactique qui s'est mal terminé pour au moins 75% de la vie sur notre planète. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite aux alentours de 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques qu'elle a envoyés ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. C'est ce qu'on appelle un voisinage difficile. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère.
On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ses cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers ? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces trois formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide ? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de trois façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis.
Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine, Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant.
En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas ? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois.
Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Des mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Le Soleil s'apprête à se retourner car ses pôles magnétiques sont en train de s'inverser. Tout comme la Terre, le Soleil a un nord magnétique et un sud magnétique. Toutefois, contrairement à notre planète, le processus d'inversion des pôles du Soleil est plus fréquent et plus facile à prédire. Le prochain renversement est prévu cette année entre avril et août. Aussi apocalyptique que cela puisse sembler, vous n'avez pourtant pas à vous inquiéter. Si vous avez environ 30 ans, vous avez déjà éprouvé ce phénomène plus d'une fois, car le Soleil se renverse tous les 11 ans. Vous n'avez probablement pas remarqué de changement à l'époque, parce que ce processus n'a pas d'impact majeur sur la vie terrestre. Mais cette fois-ci, les choses pourraient être un peu différentes. Sur Terre, les courants marins sont des mouvements qui jouent un rôle crucial en influençant le climat et les intempéries et en répartissant la chaleur de l'équateur vers les pôles. Sur le Soleil, ces courants sont davantage comme un océan de plasma. Mais ils ne transportent pas seulement de la chaleur, ils transportent aussi de l'énergie électromagnétique. Cela se produit parce que le Soleil est une énorme boule de gaz incandescent et ionisé, qui continue de circuler à l'intérieur de son noyau. En fusionnant ces atomes d'hydrogène pour former de l'hélium, notre étoile libère une énorme quantité d'énergie, produisant ces puissants courants électriques. Et chaque fois que vous avez de tels courants, vous avez des champs magnétiques. C'est plus facile à visualiser si vous repensez à cette expérience classique avec un fil de cuivre et un clou que vous avez probablement réalisé à l'école. Lorsqu'un courant électrique passe à travers un fil, il crée un champ magnétique autour de celui-ci. Donc, lorsque vous connectez un fil à une batterie et l'enroulez autour d'un clou, ce clou devient aimanté. C'est similaire à la façon dont les courants électriques génèrent des champs magnétiques autour du Soleil. L'ensemble de ce processus, grâce auquel le Soleil génère son champ magnétique, est ce que l'on appelle une dynamo. Nous ne pouvons pas l'observer directement, mais nous pouvons en voir les effets sur la surface du Soleil. Lorsque les flux plasmiques et magnétiques deviennent instables, ils se manifestent sous la forme de taches solaires. Vous savez, ces zones sombres sur la surface du Soleil. On ignore encore beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette dynamo, mais les scientifiques ont compris quelque chose d'important après avoir observé ces taches solaires au fil des siècles. Ce processus suit un certain schéma. Environ chaque décennie, il se réorganise de lui-même. Les champs magnétiques des pôles du Soleil s'amenuisent jusqu'à disparaître complètement, puis ils reviennent, mais avec une polarité opposée. Dans les années 50, les chercheurs ont découvert que lorsque les taches solaires commençaient à s'intensifier, cela signifiait que les pôles se préparaient à une inversion. Et ces dernières années, l'activité solaire a été tout à fait hors norme. Davantage d'éruptions solaires, de rafales de rayonnement électromagnétique, et plus d'éjections de plasma dans l'espace. C'est comme si nous étions assis au premier rang du plus grand spectacle pyrotechnique du système solaire. À vrai dire, le Soleil n'a probablement pas été aussi animé au cours des 2 dernières décennies. À l'heure actuelle, les experts estiment que les champs magnétiques des pôles sont quasiment synchrones et s'affaiblissent peu à peu, se rapprochant de plus en plus de zéro. Mais nous n'avons pas encore atteint le point d'inversion. Bien qu'il puisse sembler que le Soleil inverse ses pôles tous les 11 ans, comme une horloge, la vérité est que ce n'est pas aussi nettement défini.
Ce chemin ne se fait pas sans encombre, et certains aspects du phénomène sont encore très difficiles à prédire. Prenez le dernier cycle solaire, par exemple. L'hémisphère nord a débuté son inversion magnétique dès le début de juin 2012, mais il a ensuite rencontré un obstacle et a stagné autour du point neutre jusqu'à fin 2014. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, les choses étaient aussi plus fluides, et le changement de polarité s'est produit courant 2013. Cette fois-ci, l'activité solaire paraît plus régulière. Les choses semblent se dérouler plus en douceur pendant ce cycle, avec une transition des pôles plus uniforme. Mais voilà le truc. Ce processus d'inversion ne se répète jamais à l'identique, et c'est ce qui rend ce phénomène si intéressant à observer. Mais en même temps, il est difficile de prédire comment cela nous affectera ici-bas. Ici sur Terre, nous n'avons guère à nous soucier de ces intenses explosions solaires qui se produisent à 150 millions de kilomètres de distance. Mais si, et l'on dit bien si, une tempête solaire devait frapper notre planète, la principale menace qu'elle représenterait serait probablement la perturbation des satellites de communication dans l'espace. Néanmoins, les choses pourraient en prendre un tour différent lors du cycle d'inversion prévu pour 2024, car le nombre de satellites en orbite a explosé ces dernières années. Le système Starlink, par exemple, implique à lui seul plus de 4000 d'entre eux. Tous ces satellites de communication et autres GPS pourraient être impactés voire même détruits par une puissante tempête solaire. Bien que les chances qu'une puissante tempête solaire frappe la Terre soient minces, ce n'est pas impossible. En 1859, lors de l'événement de Carrington, une tempête s'est produite près d'un pic d'activité solaire, provoquant des surtensions dans les lignes télégraphiques, déclenchant des incendies et perturbant les échanges à l'échelle mondiale. La Terre s'est murée dans le silence lorsque toutes ces communications télégraphiques ont été coupées. Imaginez simplement ce qu'une tempête solaire pourrait faire à notre vaste flotte de satellites aujourd'hui. Elle pourrait affecter tout ce dont nous dépendons quotidiennement, de la géolocalisation et des télécommunications basées dans l'espace au service de prévision météorologique. La distribution de l'électricité au niveau du sol pourrait également être affectée. Vous pouvez faire une croix sur YouTube, et même sympa, parce que si un tel événement se produisait aujourd'hui, il pourrait mettre à mal Internet, coupant du monde d'innombrables personnes. Les prédictions affirment que si un événement de type Carrington se produisait aujourd'hui, il en résulterait des dommages allant de 600 à 2600 milliards de dollars. Et on parle ici uniquement des États-Unis. Heureusement pour nous, des tempêtes solaires aussi intenses que l'événement de Carrington n'arrivent qu'une fois tous les 500 ans environ. Une mauvaise nouvelle pour les satellites de communication, mais une excellente nouvelle pour les observateurs d'aurores boréales. Durant l'événement de Carrington, des aurores éblouissantes ont illuminé le ciel et le spectacle des lumières polaires s'est étendu bien au-delà des contrées habituelles. Ces aurores boréales ont été aperçues jusqu'au sud de Cuba ainsi qu'à Honolulu, tandis que des aurores australes ont été vues jusqu'à Santiago, au Chili. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, ce fut leur premier aperçu de pareilles aurores, les laissant bouche bée devant ces cieux inhabituellement clairs. Certains ont alors pensé que c'était la fin du monde, tandis que d'autres se sont réveillés inhabituellement tôt, en croyant que le soleil s'était levé après avoir entendu les oiseaux gazouiller et toute cette lumière. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a rien d'étrange à cela, étant donné que l'apparition d'aurores à de telles latitudes est l'un des effets attendus de l'inversion des pôles magnétiques du Soleil. Typiquement, ces phénomènes iridescents s'observent entre 60 et 75 degrés de latitude, mais lors de la dernière inversion des pôles magnétiques, en 2013, d'intenses aurores ont été observées en dessous des 50 degrés. Les témoins ont décrit ces aurores comme étant rouge sang, tirant sur le cramoisi, et brillant si fort que l'on pouvait lire un journal à leur seule lumière. Il est important d'étudier ce phénomène, plutôt que de le craindre. L'inversion des pôles magnétiques du Soleil est en réalité une parfaite occasion pour les scientifiques de mieux comprendre comment fonctionne notre astre. Et comme il manque encore de nombreuses pièces au puzzle qu'est la dynamo solaire, nous ne sommes toujours pas en mesure de comprendre pourquoi certains cycles sont plus intenses que d'autres, ou de prédire quand une éjection de masse coronale se produira exactement. Mais être capable de les prédire devient de plus en plus crucial à mesure que nous nous aventurons dans l'espace. Plus il y a de gens en orbite autour de la Terre, plus ils sont exposés à ces fortes tempêtes solaires. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche à prendre plus précisément quand une pareille tempête pourrait causer des dommages à nos vaisseaux et à nos stations spatiales. De plus, cela aiderait les météorologues à effectuer de meilleures prévisions, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace.
Le but principal serait de rendre les voyages spatiaux plus sûrs à mesure que notre intérêt pour des missions habitées vers la Lune et Mars ne cesse de s'accroître. Une autre raison pour laquelle il serait important d'en apprendre davantage sur l'inversion des pôles du Soleil est de mieux comprendre comment fonctionne le mystérieux cœur de notre astre. Cela pourrait en effet nous aider à mieux saisir l'aspect d'autres étoiles de l'univers et peut-être nous rapprocher de la réponse à l'ultime question. Que faisons-nous ici ? En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs, à commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires ? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection.
Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil, sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes semblables à Neptune pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes est vérifiée. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes en corps célestes. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde.
On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène. Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux U-8 Charlie de l'espace. Certains l'appellent planète 9, tandis que d'autres préfèrent planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle, vraiment? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9, un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie,
Sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions, les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire jusqu'au-delà de Neptune et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète d'X. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète d'X est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète d'X pourrait finir par être classée comme une autre planète naine. La Terre n'est pas plate, mais Jupiter aurait pu l'être. Au lieu de grandes sphères rondes, les géantes gazeuses de notre système solaire ont peut-être commencé leur vie en n'étant que de simples crêpes.
Jupiter est l'une de nos plus anciennes voisines. Elle a 4,6 milliards d'années, tout comme notre Soleil. Et lorsqu'elle était encore jeune, elle s'est probablement formée dans un disque protoplanétaire. Tout commence avec les étoiles. Lorsqu'une étoile se forme encore, elle ne ressemble pas à un objet rond. C'est plutôt comme un grand disque de matière. À ce stade, soufflent des vents chauds composés de particules chargées. La poussière de ce disque contient des éléments comme le carbone et le fer. Certains d'entre eux entrent en collision et demeurent ensemble, formant de plus grands objets. La poussière se transforme en cailloux, les cailloux se transforment en roches, et les roches se heurtent les unes aux autres, devenant de plus en plus grandes. Le gaz présent dans le disque aide tous ces morceaux solides à s'agglutiner. Certains se détachent, mais d'autres restent ensemble. Et ce sont eux qui deviennent la base des planètes. On les appelle des planétésimaux. Même des géantes gazeuses comme Jupiter ont commencé comme de minuscules particules de poussière, plus petites qu'un cheveu humain. Finalement, elles ont constitué leur propre disque de matière. Puis, elles ont commencé à tourner autour de notre Soleil, grandissant à mesure qu'elles accumulaient du gaz et des roches comme une grosse boule de neige. Les géantes gazeuses sont particulières. Elles sont nées des parties les plus froides du disque. Dans ces régions froides, les molécules sont plus lentes, ce qui les rend plus faciles à capturer. L'eau peut ainsi geler, et de minuscules morceaux de glace se coller ensemble et se mêler à la poussière. Ces boules de neige sales se rassemblent et forment ensuite les noyaux de vastes planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Dans les régions plus chaudes, proches de l'étoile, des planètes telluriques comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars commencent à se former. Après la naissance des géantes de glace, il ne restait plus beaucoup de gaz pour ces petits corps célestes, et il pourrait falloir des dizaines de millions d'années pour que de telles planètes se forment après la naissance d'une étoile. Notre Soleil grandissait en même temps, aspirant le gaz proche et repoussant encore plus loin les objets lointains. Après des milliards d'années, le disque a complètement changé, se transformant en une étoile sphérique avec un tas de planètes géantes et naines, d'astéroïdes, de lunes, de météoroïdes et de comètes alentour. Récemment, des simulations ont montré que ces protoplanètes, comme on appelle ces premiers conglomérats de poussière, ne commençaient pas par ressembler aux planètes que nous connaissons. Dans le cas des géantes gazeuses comme Jupiter, elles ressembleraient davantage à des boules écrasées ou à des M&M's. Lorsque le Soleil était encore jeune, le disque de gaz et de poussière qui l'entourait s'est refroidi et est devenu instable. Il a commencé à se fragmenter en gros morceaux. Ceux-ci se sont rassemblés sous l'effet d'une gravité implacable pour créer Jupiter. Puis elle est devenue une géante gazeuse de forme sphérique au fil du temps. Quantité d'anomalies peuvent se produire pendant ce processus de formation des planètes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Vénus ou Uranus tournaient dans le sens inverse? Habituellement, lorsque des choses se forment à partir d'un disque de gaz en rotation, elles ont tendance à tourner dans le même sens. Si vous faites tourner un tas de balles attachées à une ficelle, par exemple, elles tourneront toutes de la même manière. Donc, théoriquement, toutes les planètes devraient également tourner dans la même direction. Mais il y a aussi beaucoup d'objets qui se déplacent rapidement dans notre système solaire, comme les comètes et les astéroïdes. Lorsqu'ils entrent en collision avec les planètes, surtout pendant leurs premiers jours, cet impact peut les amener à tourner dans le sens opposé. Vénus et Uranus ont probablement survécu à une collision de grande ampleur. Heureusement, elles n'ont pas été éjectées dans l'espace lointain, la gravité du Soleil et des planètes voisines les ayant maintenues à leur place. Il existe également ce qu'on appelle des planètes verrouillées gravitationnellement. Ce sont des corps célestes, qui tournent de sorte qu'un même côté fait toujours face à leur étoile, tandis que l'autre demeure dans une obscurité perpétuelle. Ainsi, un côté est toujours très chaud, tandis que l'autre est extrêmement froid. Si nous vivions sur une telle planète, nous ne pourrions exister que sur une fine bande entre ces deux extrêmes. Ces planètes se forment lorsqu'elles sont très proches de leur astre. Les forces gravitationnelles à l'œuvre sont intenses et, avec le temps, ralentissent la rotation de la planète jusqu'à ce qu'elle corresponde au temps qu'elle met pour orbiter autour de son étoile. Imaginez que vous tourniez sur votre chaise. Quelqu'un s'approche de vous et, tenant votre chaise de ses mains, commence à tourner avec vous. De cette façon, vous vous ferez face en permanence. Les planètes en rotation synchrone fonctionnent un peu de cette manière. Notre Lune se trouve d'ailleurs en rotation synchrone avec la Terre. C'est pourquoi nous n'en voyons qu'un seul côté.
Nous avons découvert plus de 5000 exoplanètes en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles ont des orbites très étranges. Il y en a, par exemple, qui présentent des orbites incroyablement longues. Des milliers d'années pour effectuer une seule révolution autour de leur étoile. Ou des orbites très inégales, semblables à celles des comètes. Ou encore ces planètes que l'on nomme Jupiter chaud, qui sont très proches de leur astre, bien plus proches que Mercure ne l'est de notre Soleil. Mais ces planètes n'auraient pas pu se former là où elles se trouvent maintenant. À mesure que leur système solaire évoluait, elles ont, pour une raison ou pour une autre, changé de position. Ce réagencement est appelé migration planétaire. Il existe 3 façons dont cette migration peut se produire. Tout d'abord, en raison du gaz et de la poussière en rotation autour de la planète. Lorsqu'une planète entre en collision avec cette matière, cela peut créer des motifs en spirale dans le gaz. Ces motifs peuvent soit rapprocher la planète du centre, soit l'éloigner, selon la façon dont ils se mélangent. On appelle ça une migration de type I. C'est ce qu'a vécu Jupiter lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil il y a des milliards d'années. Et ceci explique également l'existence des Jupiters chauds. Deuxièmement, les grandes planètes peuvent bousculer les plus petites, modifiant leur trajectoire. Et troisièmement, la gravité de l'étoile peut attirer la planète, rendant son orbite circulaire. Avez-vous déjà entendu parler des planètes errantes? Imaginez une planète solitaire, flottant dans l'immensité de l'espace sans être rattachée à la moindre étoile. Ce sont les nomades errants de notre galaxie, condamnés à errer éternellement. Et il y en a tellement. Il pourrait exister plus de planètes en liberté que de planètes liées à une étoile. Nous parlons là de milliers de milliards de corps vagabonds dans notre seule voie lactée. Il n'est pas rare qu'ils soient aussi massifs que notre plus grande planète, Jupiter, mais la plupart auraient une taille plus comparable à celle de la Terre. Il en existe même qui pourraient avoir une atmosphère épaisse capable de les garder au chaud. Quoiqu'ils soient loin de toute étoile. Certaines de ces planètes pourraient avoir des aurores à couper le souffle, tandis que d'autres pourraient être entourées de lunes comportant de l'eau liquide, un havre potentiel pour la vie. Il y a même une chance qu'elles puissent abriter une vie extraterrestre. Ces planètes pourraient heurter d'autres étoiles, ou même des systèmes planétaires entiers lors de leur course folle à travers l'espace. Parfois, elles peuvent être capturées par la gravité d'une étoile pendant un certain temps, avant d'être à nouveau éjectées dans l'espace. Mais comment naissent-elles? Parfois, au cours de ce processus chaotique de formation, toutes les planètes ne parviennent pas à rester près de leurs étoiles parentes. Certaines d'entre elles sont expulsées de leur système solaire, en raison de la puissante attraction gravitationnelle d'autres planètes ou d'étoiles de passage. Ces planètes éjectées deviennent alors des planètes vagabondes. En 2012, des astronomes ont découvert un système solaire datant du commencement de l'univers. Ce système comprend une étoile et 2 planètes. On l'a surnommé « système fossile ». Son étoile est incroyablement ancienne, soit environ 13 milliards d'années, presque aussi vieille que notre univers lui-même. Ce système est principalement composé d'hydrogène et d'hélium. C'est inhabituel car les planètes se forment généralement à partir de nuages de gaz contenant des éléments plus lourds. C'est alors que nous avons compris que la façon dont les planètes se formaient auparavant était différente de la façon dont elles se forment aujourd'hui. Nous savons que les étoiles contenant le plus de métaux sont les plus susceptibles d'avoir des planètes. En langage astronomique, métaux signifie tout élément chimique autre que l'hydrogène et l'hélium. Mais dans l'univers primitif, il n'y avait pas beaucoup d'éléments lourds. La plupart d'entre eux ont été créés à l'intérieur des étoiles et se sont ensuite dispersés dans l'espace lorsque celles-ci ont explosé. Alors, quand les toutes premières planètes se sont-elles formées? Ce système nouvellement découvert aide à répondre à cette question. Ces 2 planètes géantes sont en orbite autour d'une étoile, qui est incroyablement pauvre en métaux et extrêmement vieille. Ce devrait être rarissime, voire impossible, mais elles existent pourtant. Cela signifie peut-être qu'il y a plus de planètes dans des systèmes pauvres en métaux que nous ne le pensions. Les étudier nous aidera à en apprendre davantage sur la formation des planètes. Si vous voulez voyager dans l'espace, préparez-vous à débourser environ 55 millions de dollars. Mais dans un avenir proche, vous pourrez probablement voyager dans l'espace en appuyant simplement sur un bouton sans vous ruiner, car les ascenseurs spatiaux pourraient bien entrer en jeu. Alors que l'idée d'un ascenseur galactique semble sortir d'un film de science-fiction, c'est une possibilité réelle qui pourrait révolutionner les voyages spatiaux.
Avec un coût estimé à 8 milliards de dollars, un tel ascenseur pourrait ne représenter qu'un investissement unique qui nous durerait éternellement. La NASA, à elle seule, dépense environ 2 700 000 dollars en carburant pour fusée à chaque minute de vol. Pour lancer une fusée, ils doivent ainsi débourser jusqu'à 178 millions de dollars. Ces coûts pourraient être considérablement réduits si l'on utilisait des ascenseurs. La plupart des bâtiments les plus élevés sur Terre ont des fondations massives pour aider à équilibrer leur poids. Plus vous regardez en l'air, plus ils s'amincissent. Même le gratte-ciel le plus haut du monde, le Burj Khalifa, est épais à sa base et effilé à son sommet. Si nous souhaitions construire quelque chose qui s'apparente à un ascenseur gigantesque, nous aurions donc besoin d'une énorme quantité de béton pour en bâtir les fondations, ce qui va à l'encontre de notre but originel d'économiser de l'argent. Maintenant, prenez une ficelle, attachez une balle à son extrémité et commencez à la faire tourner. La ficelle dans votre main restera en place et la balle tournera autour de votre main. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge, et l'ascenseur fonctionnera de la même manière. La balle sera une base dans l'espace et la corde tirera vers la Terre. La station par laquelle nous pénétrerions dans l'ascenseur se situerait au milieu de l'océan Atlantique et le câble s'étendrait à partir de là. Pour que cela soit possible, celui-ci doit être parfaitement synchronisé avec la rotation de la Terre. Sans quoi, il se brisera simplement ou s'enroulera autour de la Terre comme un fouet. De plus, l'orbite suivie par le câble devrait former un cercle parfait, car la ligne ne pourrait ni se raccourcir ni s'étendre. Beaucoup de calculs ont été effectués dans le but de trouver la solution idéale. Attendez une minute. C'est donc à ça que sert l'algèbre. Qui l'eût cru ? En attendant, on ne va pas vous ennuyer avec davantage de mathématiques. Abordons directement la distance précise entre la station Atlantique et celle qui se trouve dans l'espace, qui doit être de 36 000 km au-dessus de la Terre, là où débute l'orbite géosynchrone. Là, les 4 forces ascendantes sont beaucoup plus fortes que l'unique force descendante. C'est pourquoi la station resterait en place. Lorsque vous construisez une maison ou un bâtiment, vous commencez par le bas et progressez vers le haut. Mais pour créer cette merveille d'ingénierie, nous aurions besoin de nous y prendre à l'envers et de commencer par le haut. Le principal problème ici serait le poids. Si la ligne était trop lourde, elle perturberait l'orbite et le monte-charge ne fonctionnerait pas. Il nous faudrait donc équilibrer la station spatiale pour garantir un fonctionnement sans faille. L'acier est l'un des matériaux les plus robustes sur Terre. Le câble de chaque ascenseur est d'ailleurs fait d'acier, mais lorsque vous avez besoin d'un câble de 36 000 km de long, les choses peuvent devenir un peu compliquées. L'acier est difficile à rompre, mais il est encombrant, et lorsque vous devez en utiliser beaucoup, c'est alors que les problèmes commencent à survenir. Nous utilisons énormément d'acier dans la construction, mais nous avons des matériaux plus légers à notre disposition qui pourraient exercer moins de contraintes sur la station et éliminer ce problème. De plus, le câble devrait être fuselé parce que, au bout, la contrainte serait pratiquement inexistante. Mais il devrait toujours être plus épais que nécessaire en raison de nombreux facteurs de sécurité. Au début, le câble ferait à peine plus d'1 millimètre d'épaisseur. Après tout un tas de calculs compliqués, nous pouvons déterminer son gabarit en bout de course, qui représente un chiffre tellement long que l'on serait bien incapable de le prononcer. Mais croyez-nous, c'est un très très grand chiffre. Ainsi, l'acier est hors de question. Un autre candidat est le Kevlar qui est 5 fois plus résistant que l'acier. Et si nous ajoutions des matériaux tels que le carbone et le titane à cet alliage, sa résistance serait encore décuplée. Le câble aurait alors un diamètre compris entre 80 à 170 mètres. C'est nettement plus petit que ce que pourrait être le diamètre d'un pareil câble en acier. La mauvaise nouvelle, c'est que cela coûterait bien trop cher. Donc, si nous ne trouvons pas le matériau idéal pour construire ce câble, l'idée même d'un ascenseur spatial ne sera jamais qu'une vaste perte de temps. Si seulement nous avions sous la main un matériau léger miraculeux, capable d'encaisser une pression de 60 gigapascales, et qui aurait également un rapport de conicité de 1,6. Oh mais attendez, nous avons effectivement un tel matériau. C'est ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Ils ont une résistance de 130 gigapascales, ce qui est bien plus que ce dont nous avons besoin.
Les nanotubes sont fabriqués à partir de carbone et sont 100 000 fois plus fins que les cheveux humains. Ce matériau est solide et a une bonne capacité de conduction, laquelle est rendue possible grâce à sa structure atomique unique. Nous utilisons cette innovation dans de nombreuses choses, des batteries jusqu'à l'optique, et ils peuvent être entièrement modifiés et adaptés à de nombreux autres usages. Bradley Edwards est l'homme responsable de cette idée. La NASA était en quête de nouvelles innovations et lui a dit « Ne tentez rien de trop fou et commencez juste à nous construire un treuil spatial ». On suppose que Bradley a dû prendre cela pour un défi, car il a commencé à travailler sur l'ascenseur. Edwards a donc rédigé un article sur un transporteur galactique. Lorsqu'il l'a publié, il s'attendait à ce que de nombreux experts décèlent des failles dans ses travaux. Mais étonnamment, personne n'y est parvenu. Son concept était irréprochable. Il a ainsi eu l'idée d'attacher une ligne de nanotubes à une fusée et de la propulser dans l'espace. L'autre extrémité du câble retomberait sur Terre, et des robots utiliseraient ce dernier pour y grimper et l'allonger afin que nous puissions entamer la construction d'une station spatiale. Après cela, l'ascenseur pourrait commencer à acheminer tout et n'importe quoi, des panneaux solaires jusqu'aux touristes. À l'avenir, le tourisme spatial pourrait devenir accessible. Qui sait, nous pourrions même partir en vacances dans l'espace un jour. Et, vous recherchez une atmosphère d'évasion? Eh bien, ne venez pas ici, nous n'en avons pas. Oups, probablement pas le meilleur slogan publicitaire, n'est-ce pas? Il y a quelques années, nous pouvions seulement créer des nanotubes de carbone microscopiques, mais avec le temps, davantage de recherches ont été effectuées pour les rendre plus grands. Aujourd'hui, ils atteignent jusqu'à quelques centimètres. D'ici 20 ans, ils pourraient être longs de plusieurs kilomètres. Le carbone coûte $1 le gramme. Si nous faisions le calcul, nous verrions qu'il nous faudrait environ $1 milliard pour construire cet ascenseur. Oui, cela semble coûteux, mais c'est une solution à long terme pour les voyages spatiaux, qui pourrait nous faire économiser énormément d'argent. Tout a l'air parfait sur le papier. Mais la raison principale pour laquelle la NASA a choisi de ne pas poursuivre ce projet est qu'à l'heure actuelle, il y a probablement plus de 128 millions de débris flottants dans l'orbite terrestre. Et il pourrait présenter une véritable menace pour cet ascenseur. Il pourrait, certes, être conçu pour résister à quelques impacts de temps à autre. Mais être constamment bombardé ne faisait pas partie de l'équation. Néanmoins, Bradley soutient qu'une armada d'appareils de surveillance détecte ces débris spatiaux. Ainsi, l'ascenseur pourrait être capable de tous les éviter. Si quelque chose heurtait l'ascenseur, ou si le câble se brisait d'une manière ou d'une autre, les conséquences ne seraient pas trop sévères. Enfin, s'il n'y avait pas de passagers à bord, bien entendu. Si la ligne était coupée, l'ascenseur dériverait simplement dans l'espace et ne représenterait aucune menace pour quiconque. Au Japon, des ingénieurs tentent de construire un ascenseur spatial. Celui-ci pourrait également être utilisé pour l'exploitation minière dans l'espace. Nous pourrions facilement couvrir le coût de cet ascenseur en attrapant des astéroïdes au passage, car certains d'entre eux sont faits de métaux précieux. Nous pourrions alors les exploiter et les rapatrier rapidement sur Terre. 1994, il faisait sombre, de sorte que personne n'a remarqué les deux silhouettes ouvrant les sorties de secours d'un complexe de dômes en verre situé en Arizona et connu sous le nom de Biosphère 2. Elles étaient déterminées à libérer 7 personnes enfermées à l'intérieur depuis 1 mois, risquant leur vie au nom de la science. La mission a été un succès, mais on les a accusés de violation de propriété et de vandalisme. Les vandales étaient Abigail Alling et Mark Van Tillo. Ils faisaient partie des 8 premiers malheureux à vivre dans cet endroit comme des cobayes. Et ils ne voulaient pas que d'autres subissent les mêmes horreurs qu'ils avaient vécues. 150 millions de dollars ont été dépensés pour déterminer si les humains pouvaient y créer des conditions de vie convenables sur d'autres planètes, comme Mars. Pour ce faire, les scientifiques ont construit un mini-monde avec plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. La Biosphère 2 était un habitat de 12 000 mètres carrés, complètement isolé, doté de sa propre mini-forêt tropicale, d'une plage privative avec un récif de corail, d'une petite savane, d'un marais, et même d'un bout de désert. Entre 1991 et 1993, rien n'a pu entrer ou sortir de cet endroit. Le groupe de 8 personnes enfermées à l'intérieur se nommait les Biosphériens et portaient des combinaisons assorties à la manière de Star Trek, cultivant leur propre nourriture et respirant leur propre air. Tout a débuté avec de grands espoirs et un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais les choses ont pris un tournant plus sombre au fil des mois. Toute l'équipe mourait de faim et virait à l'orange.
Dans la biosphère 1, qui est notre bonne vieille Terre, vous pouvez commander une pizza en 2 minutes. Mais à l'intérieur de la biosphère 2, il leur aura fallu 4 mois interminables pour préparer une margherita. Ils ont dû récolter du blé pour la pâte et traire des chèvres pour le fromage. L'objectif était d'être complètement autosuffisants, et ils sont devenus une partie intégrante de leur atmosphère, littéralement. Lorsqu'ils expiraient, leur dioxyde de carbone nourrissait les patates douces qu'ils cultivaient. Et ces patates douces devenaient en retour une partie d'eux-mêmes, puisqu'ils mangeaient essentiellement le même carbone encore et encore. Ils se sont tant repus de patates douces que leur peau est réellement devenue orange à cause de tout cet excédent de bêta-carotène. Ce qui semblait être une situation amusante sur le moment a mis en évidence un gros problème. Les rendements agricoles dans la biosphère 2 étaient extrêmement décevants, et l'équipe mourait de faim. La faim les rendait fous, et des accès de colère subite les ont conduits à faire des choses regrettables, comme voler des bananes dans la réserve du sous-sol. Au bout d'un moment, il a fallu verrouiller le congélateur. Au cours des 6 premiers mois, chacun d'eux a perdu entre 8 et 26 kilos. Chaque jour, quelqu'un se chargeait de peser les aliments frais pour le cuisinier, consignant toute information sur les nutriments dans l'ordinateur pour s'assurer que l'équipage atteignait ses apports non recommandés en calories, protéines et matières grasses. Au début, les repas étaient servis sous forme de buffet, mais à mesure que les vivres commençaient à manquer, les cuisiniers ont commencé à diviser méticuleusement leur nourriture en portions égales. Leur régime, principalement des patates douces, des carottes, des fruits et occasionnellement de la viande le dimanche, était censé leur permettre de tenir pendant ces épuisantes semaines de 80 heures, faites de travail manuel épuisant. Les biosphériens quittaient chaque repas encore affamés et faisaient des rêves récurrents de Big Mac, de sushis, de barres chocolatées et autres gâteaux. L'air commençait à manquer. L'endroit était entièrement scellé, avec un dôme de verre et d'acier par en haut, et un sol fait du même métal par en bas. Les responsables veillaient à contrôler tout ce qui y entrait, afin d'éviter que des matériaux synthétiques émettent des gaz nocifs. Les zones de confort étaient meublées de bois et de laine, et on ne pouvait pas y utiliser de déodorant chimique ou y souffler de bougies d'anniversaire. Les biosphériens comptaient sur la nourriture qu'ils cultivaient, et sur leur mini-forêt tropicale pour produire l'oxygène nécessaire à leur survie. Cependant, ils perdaient très rapidement de l'oxygène, asphyxiés par leurs propres émissions de dioxyde de carbone. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Avec encore 9 mois d'expérience à subir, le niveau d'oxygène avait déjà chuté de 21 à environ 15%, ce qui donnait l'impression de vivre au sommet du mont Fuji. Ils se sentaient terriblement mal et se traînaient péniblement à travers la biosphère. Ils ne pouvaient même pas terminer une phrase sans s'arrêter pour reprendre leur souffle. Puis l'apnée du sommeil a commencé à apparaître, certains se réveillant à bout de souffle. Pour réduire les niveaux de CO2 à l'intérieur de la biosphère 2, ils ont bien tenté quelques manœuvres désespérées, comme faire pousser des plantes à un rythme fou, réduire autant que possible l'arrosage du sol, et même renoncer à labourer leur culture. Rien n'a fonctionné. Tout le monde a donc convenu qu'ils n'étaient pas très loin de toucher le fond, et ils ont donc résolu de demander de l'aide. Des camions réfrigérés sont arrivés pour pomper de l'oxygène pur dans Biosphère 2. Dès que le gaz a commencé à se répandre, ils se sont mis à rire aux éclats et à courir partout comme des cabris. L'écosystème était un véritable désastre. Les colibris et les abeilles ont disparu après quelques mois, de sorte que les plantes n'étaient plus pollinisées. Les vers et les acariens ont attaqué les cultures, et les cafards ont tout envahi. 4 espèces de cafards savailles ont été introduites pour recycler la matière organique, mais les cafards domestiques ordinaires étaient les survivants ultimes. Ils sont parvenus à s'infiltrer et à se multiplier, présentant une menace sérieuse pour les cultures. La nuit, la cuisine était envahie de cafards dès que les lumières s'éteignaient. Pour combattre cette infestation, le groupe a graissé des tasses de café avec du lubrifiant et y a mis des morceaux de papaye pour servir d'appât. Les cafards grimpaient à l'intérieur, mais ne pouvaient plus en escalader les bords glissants pour s'échapper. Avoir faim, manquer d'oxygène, faire face à des infestations d'insectes, cela suffirait à rendre fou n'importe qui. De violentes disputes ont conduit les gens à se jeter des tasses à la figure et à se cracher dessus. Finalement, le groupe s'est simplement scindé en deux. Ils ont arrêté de se parler et pouvaient se croiser dans les couloirs sans même s'adresser un regard. La moitié d'entre eux voulaient plus de nourriture et d'oxygène pour poursuivre l'expérience avec dignité, tandis que l'autre moitié croyait en leur chance de survie sans aide extérieure, et ce quoi qu'il en coûte. En vérité, la chambre scellée avait été violée bien avant tout cela. Juste 2 semaines après leur entrée, une biosphérienne du nom de Jane Pointer
s'était coupé le bout du doigt dans un accident de cuisine en préparant du riz. Le médecin de la mission a essayé de le recoudre, mais cela n'a pas fonctionné et son doigt a noirci en quelques jours. Elle s'est rendue à un hôpital extérieur pour y être opérée, et quelques heures plus tard, elle est retournée à l'intérieur avec un sac de sport rempli de fournitures comme des pièces d'informatique et des pellicules couleur. Les journalistes n'ont découvert cette livraison furtive que bien des mois plus tard. Et en raison de cela, nombre de gens ont remis en question la crédibilité de toute l'expérimentation. Les médias ont traité l'expérience comme une émission de télé-réalité, la qualifiant de divertissement écologique à la mode. Les gros titres de partout dans le monde donnaient l'impression que l'équipe était sur le point d'y laisser la vie. Au point que leur famille s'inquiétait et appelait sans cesse les biosphériens pour s'assurer qu'ils allaient bien. Le groupe avait l'impression d'être dans un zoo humain, avec des touristes venant de loin pour les regarder au travers de leur cage de verre. Rien que dans les premiers 6 mois, plus de 150 000 personnes ont visité l'endroit. La Biosphère 2 a fini par devenir un gag dans la culture populaire, inspirant une comédie appelée Biodome et des décennies de sketchs amusants. Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun d'eux n'a abandonné l'expérience et n'est sorti par la grande porte. Eh bien, aucun des environnementalistes ne voulait être le premier à admettre que c'était au-dessus de ses forces. De plus, ils gardaient encore tous l'espoir de pouvoir relever le défi de la construction d'une seconde Terre. En bout de compte, ils sont parvenus à découvrir où étaient repassées les 7 tonnes d'oxygène manquant. Il avait été absorbé par le béton. Même si être essoufflé tout le temps peut sembler avoir été le plus grand défi qu'ils s'aient dû relever, les biosphériens ont déclaré que l'apprentissage du contact humain dans un environnement clos était encore plus difficile. Il semble que l'expérience ait été un énorme fiasco. Mais le groupe a acquis beaucoup de précieuses leçons. Ils ont prouvé qu'un écosystème scellé pouvait fonctionner pendant des années. Ils ont contribué à des études sur la restauration des récifs coralliens. Et leur ferme a montré qu'un rendement élevé et un recyclage complet des nutriments pouvaient être atteints sans l'aide de produits chimiques. Au cas où vous vous le demanderiez, ça n'a pas été la fin du complexe de verre. La seconde mission à l'intérieur de la Biosphère 2 a eu lieu en mars 1994. Maintenant, vous pouvez retourner au début de la vidéo pour comprendre comment ça a pu se passer pour eux. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est passé près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède 2 faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3002 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans,
notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse, et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées,
ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer.